Voyons maintenant dans cette dernière partie les difficultés de l'exercice et certains conseils pour progresser plus rapidement en cas pratique et en consultation. Là, je vais vraiment mettre l'accent sur 4 difficultés que tous les étudiants rencontrent en fait en cas pratique et en consultation. C'est des difficultés moi que j'ai rencontrées presque toute ma scolarité et j'ai compris vraiment vers la fin de mes études quand je passais le CRFPA. J'ai fini par vraiment réfléchir à quels étaient mes problèmes, j'en ai discuté avec beaucoup de gens autour de moi et j'ai fini par identifier ces difficultés et je les ai travaillées pour éviter qu'elles me nuisent dans mes notes. Et du jour au lendemain, je suis passé vraiment de 9, 10, 11, 12 parfois en cas pratique à vraiment 15, 16, 17. Les notes peuvent monter très haut. Donc il faut prendre en compte ces difficultés et prendre en compte les conseils que j'évoquerai à la fin de la vidéo si vous voulez vraiment progresser en cas pratique et en consultation. Alors d'abord, le premier point qui pose difficulté dans un cas pratique ou une consultation, c'est le manque de temps. Ça peut paraître bête, mais si vous ne faites pas attention à cette difficulté, vous allez systématiquement ne pas avoir le temps de terminer votre consultation et votre cas pratique. Et en fonction du barème qui est attendu, vous pouvez peut-être perdre la moitié des points et donc vous ne pourrez pas obtenir une bonne note si vous ne réglez pas ce problème du temps. Le problème du temps, vous avez plusieurs moyens de le régler. Le premier moyen, c'est d'abord de s'entraîner et c'est à mon avis le moyen le plus efficace. Entraînez-vous avec des zénales et obtenez une correction. Vous allez vous rendre compte quand vous allez vous entraîner que vous allez faire toujours les mêmes erreurs et surtout que vous allez avoir les mêmes difficultés qui vont revenir systématiquement. Donc il va falloir vous entraîner mais pas n'importe comment. Donc comment vous entraîner? Il va falloir déjà vous entraîner dans des conditions identiques à celles de l'examen. Des conditions identiques, ça signifie d'abord de prendre le même temps à l'entraînement que ce que vous allez avoir le jour de l'épreuve. Premier point. Deuxième point, vous allez devoir utiliser les mêmes supports. Le jour de l'examen, vous n'avez le droit généralement qu'au code. Si vous avez le droit au post-it et au surlignage, alors post-itez votre code et surlignez-le et faites ça à l'entraînement. Mais vous n'allez pas avoir droit à votre ordinateur. Et c'est l'erreur moi que je faisais. Je m'entraînais à faire des cas pratiques, mais j'allais chercher les arrêts sur l'ordinateur. Sauf que c'est vraiment une très grosse erreur parce que non seulement vous ne repérez pas les arrêts dans votre code, vous ne repérez pas les articles, vous n'apprenez pas à vous servir de votre code et vous allez vraiment beaucoup plus vite avec l'ordinateur. Alors certes, je suis d'accord avec vous, c'est stupide de continuer à utiliser le code pour les examens. Mais pour l'instant, on utilise le code. On n'utilise pas encore l'ordinateur parce qu'il y aurait trop de triche sûrement. Donc du coup, il faut faire avec la forme que l'examen vous propose. Donc entraînez-vous dans les mêmes conditions que l'examen. Obtenez une correction et tenez compte des remarques qu'on vous a dit dans cette correction pour progresser et pour éviter les mêmes difficultés. Vous pouvez aussi noter quelques éléments à l'écrit pour justement gagner du temps. Deuxième conseil, obtenez des corrections de cas pratiques similaires à l'exercice que vous allez avoir et apprenez la correction par cœur. Comme ça, vous serez à même de deviner le barème et vous irez beaucoup plus vite dans la rédaction du cas. Vous avez des élèves qui obtiennent des super notes, des 17, des 18, juste en apprenant par cœur des corrections d'annales. Il faut quand même connaître le cours, mais quand vous connaissez la correction d'annales, vos notes peuvent monter vraiment très haut. Quand j'entends moi des gens qui disent oui, la consultation c'est vraiment un exercice compliqué de réflexion, etc. Bon, certes, si on n'a pas vu la correction avant, mais pour certains, je vous assure que c'est un exercice simple et moi ça m'est arrivé sur une épreuve du CRFPA. Ce qui est tombé, je l'avais déjà plus ou moins vu dans une correction d'annales. Du coup, ça m'a paru beaucoup plus simple. J'ai terminé le cas pratique archi rapidement. J'avais les éléments de barème en tête. Donc, travaillez vraiment les annales, apprenez les corrections. Ensuite, troisième conseil, entraînez-vous à écrire plus vite. Et là, on va me dire, t'es complètement con, on ne peut pas apprendre à écrire plus vite. Et là, je vous répondrai, c'est faux. Vous pouvez apprendre à écrire plus vite. Il suffit de s'entraîner, de faire attention quand vous écrivez, à écrire le plus rapidement possible. Si vous n'arrivez pas à écrire plus vite, dans ce cas-là, quand vous allez rédiger votre cas pratique, vérifiez la partie qui vous prend le plus de temps. Si vous sentez que ça vous prend le plus de temps pour la rédaction, vous écrivez trop lentement, dans ce cas-là, passez peut-être moins de temps sur la réflexion. Voilà, variez en fonction des différentes étapes comme ça. Quatrième conseil, soyez concentré dès le début de l'épreuve et battez-vous pour maintenir ce niveau de concentration le plus haut possible. Toutes les études montrent que la concentration est généralement élevée au début et qu'elle diminue. Si vous aviez un graphique, ça ferait comme ça et qu'elle peut vraiment énormément diminuer. Et je pense qu'on l'a tous ressenti en milieu d'heure pour un cas pratique, une dissertation, un commentaire d'arrêt. On commence déjà à un peu être vidé et ça peut arriver de regarder le mur, etc., de faire une mini pause tellement on en a marre. Et bah battez-vous contre ça, entraînez-vous justement. Si à l'entraînement vous arrivez à maintenir votre concentration élevée, vous allez vraisemblablement faire encore mieux le jour de l'examen puisque l'enjeu est plus important. Donc entraînez-vous là-dessus aussi. Ensuite, entraînez-vous à faire des belles annonces de plans et retenez les mêmes par cœur, ça peut vous faire gagner du temps pour organiser vos idées. Et enfin, le dernier point à connaître, lorsque vous avez déjà utilisé des règles de droit que vous allez devoir réutiliser, n'hésitez pas à prendre des phrases types comme il l'a déjà été démontré ci-dessus, etc. Deuxième problème qui va nous prendre un peu plus de temps, la tendance naturelle à sauter les étapes du cas pratique.
Ça, c'est un problème qui revient tout le temps. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs là-dessus. En fait, c'est l'exercice même, l'essence même de l'exercice qui n'est pas compris lorsqu'on se heurte à ce problème, puisque vous allez rédiger votre solution en droit ou votre solution en l'espèce sans vérifier minutieusement chaque condition, notamment dans la solution en l'espèce. Alors là, il faut comprendre, comme je disais au début dans la première vidéo, que c'est vraiment mathématique. Appliquez la méthode qu'on vous demande de faire. Si vous n'appliquez pas cette méthode, vous n'aurez pas les points. C'est aussi bête que ça. Je vais te donner un exemple pour que vous compreniez mieux ce que c'est que la tendance à sauter les étapes. Je vais prendre un exercice en droit du travail. Après, je prendrai un autre exemple en droit des obligations. Mais même pour ceux qui ne font pas de droit du travail, vous verrez, vous comprendrez un peu mieux si vous n'avez pas compris cette difficulté. Gauthier a été embauché il y a quelques années en tant qu'assistant comptable. Lorsqu'il a été embauché, il était prévu qu'il devrait assister le comptable de l'entreprise dans l'exécution de ses tâches. À vrai dire, ce fut le cas pendant plus de 3 ans. Cependant, depuis plusieurs mois, à la suite du départ de l'entreprise du comptable, son employeur lui demande de gérer la totalité de la comptabilité de l'entreprise. Gauthier commet régulièrement des erreurs, ce qui agace terriblement son employeur. À la suite d'une énième erreur, il est finalement licencié pour insuffisance professionnelle. Il vient vous voir en vous demandant de l'aide et vous explique qu'il ne comprend pas pourquoi il a été licencié. Moi qui ne faisais que de la saisie pendant plusieurs années, de la simple paperasse, on m'a demandé du jour au lendemain d'assurer la totalité de la comptabilité de l'entreprise. J'ai pourtant demandé à mon employeur si je pouvais suivre une formation afin d'être plus efficace. Alors c'est un cas pratique qui porte sur le licenciement pour insuffisance professionnelle. En réalité, c'est un cas pratique très simple, mais je vais vous montrer une rédaction imparfaite, avec laquelle vous n'obtiendrez même pas la moyenne, et une rédaction détaillée, ce qu'attend le correcteur. Alors, une rédaction imparfaite, qu'est-ce que ça serait? D'abord, là, en fait, comme on est sur une insuffisance professionnelle, vous allez devoir qualifier ce que c'est une insuffisance professionnelle. Ça serait la même chose dans une autre matière, hein, en droit des obligations. Si vous devez qualifier quelque chose, vous allez devoir annoncer les conditions qui permettent de qualifier. Donc là, on va devoir qualifier le licenciement pour insuffisance professionnelle. Alors, une mauvaise rédaction, qu'est-ce que ça serait? Pour qu'un licenciement pour insuffisance professionnelle soit fondé, les faits reprochés doivent être en lien avec la qualification du salarié. Bon, c'est vrai, mais c'est une des conditions du licenciement. On passerait directement à la solution en l'espèce, dans une mauvaise rédaction toujours. En l'espèce, le salarié a été licencié pour des faits qui ne correspondent pas à sa qualification, de sorte que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse. Fin. Ensuite, une conclusion, Gauthier pourra obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Bon là, vous voyez, vous avez une solution qui peut être juste, mais qui n'est pas détaillée, qui n'est pas argumentée, on a sauté des étapes. Une bonne rédaction, qu'est-ce que ça serait? D'abord, pour la solution en droit, il faudrait évoquer, pour qu'un licenciement pour insuffisance professionnelle soit fondé, plusieurs conditions doivent être réunies. Et là, vous devez énoncer minutieusement chaque condition. Ce n'est pas la peine de toutes les détailler, mais vous devez les énoncer. D'abord, les faits reprochés doivent être en lien avec la qualification du salarié. Première condition. Deuxième condition, les objectifs donnés par l'employeur doivent être réalistes. Troisième condition, l'insuffisance doit être imputable à une incompétence du salarié et non à un manque de moyens humains et matériels. 3 conditions. Si vous ne citez qu'une seule condition, l'exercice n'est pas compris parce que toutes les conditions ne seront pas réunies. Donc, vous devez citer les 3 conditions. Ensuite, dans la solution en l'espèce. D'abord, vous commencez en disant en l'espèce, aucune information ne nous est donnée sur les objectifs donnés par l'employeur, ça c'était la deuxième condition, et sur l'éventuel manque de moyens humains ou matériels de l'entreprise. Hop, vous évacuez les 2 premières conditions. Il faut en parler dans la solution en l'espèce. Ensuite, la troisième condition, c'est la condition qui porte sur la qualification du salarié. Ensuite, la troisième condition, c'est la condition qui porte sur la qualification du salarié. Là, il va falloir la détailler puisque vous avez repéré dès le début du cas pratique que en fait, la question porte sur la qualification du salarié. Là, vous avez un salarié qui a été embauché pour des tâches, on lui a donné après d'autres tâches et on le vire parce qu'il fait mal ses autres tâches. Sauf que ce n'était pas prévu dans son contrat de travail. Donc ça, il va falloir l'expliquer. Et là, vous allez devoir dire, le salarié a été embauché avec la qualification d'assistant comptable. Il était prévu lors de son embauche que son travail soit cantonné principalement à de la simple saisie. Or, les faits qui lui sont reprochés concernent la gestion de la comptabilité au niveau de l'entreprise. Cette dernière fonction n'entre manifestement pas dans sa qualification. En outre, l'employeur n'a pas tenté de remédier aux insuffisances de son salarié en lui permettant de suivre une formation. Ainsi, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas en rapport avec sa qualification, de sorte que ce licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas fondé. Et dans la conclusion, Gauthier pourra obtenir des indemnités, etc. Donc là, vous voyez que la solution en l'espèce, elle est détaillée, elle est argumentée. C'est ce qu'on attend de vous en tant que juriste, vous allez devoir expliquer, même plus tard en tant qu'avocat. Enfin, troisième problème, c'est le décalage entre le cours et la confrontation au cas pratique. Là, ça arrive tout le temps aussi, c'est un problème. On ne comprend pas parfois ce qui est attendu en cas pratique parce qu'on se dit, j'ai vu quelque chose en cours et on me demande totalement l'inverse. C'est vraiment un constat qui est très flagrant et qui peut être vraiment désemparant pour beaucoup d'étudiants. Moi, ça m'a complètement désemparé. Des fois, on voit la correction du cas pratique et on se dit, mais comment j'aurais pu faire ça? Sachant qu'en cours, j'ai pas eu du tout la même version que ce qu'on me demande de faire maintenant.
Donc là, pas de panique, il faut juste comprendre en fait l'esprit même du cas pratique pour comprendre que le décalage entre le cours et le cas pratique est inévitable. Alors, je vais vous donner un exemple en droit des obligations. Gauthier souhaite faire refaire sa cuisine, il souhaite mettre en place une table bar à l'américaine. Gauthier souhaite que sa table soit confectionnée sur mesure avec des matières très spécifiques et fait appel à Monsieur Jean, professionnel spécialisé dans la confection de tables américaines, pour confectionner la table. Monsieur Jean n'exécute pas son obligation et vient vous consulter pour vous demander les risques encourus. Il vous précise que le contrat conclu avec Gauthier stipulait qu'une somme de 10 000 €, 80% du prix, serait due par la partie au contrat qui n'exécuterait pas son obligation. Là, vous avez en réalité un cas tout simple qui porte sur la question de la clause pénale. Et vous l'avez peut-être repéré, il s'agit vraisemblablement d'une clause pénale. Et une clause pénale, vous avez un régime qui s'y applique. L'erreur en cas pratique, ça serait en fait de partir directement sur le régime de la clause pénale. Là, le prix vous paraît excessif, vous allez dans la solution en droit en disant voilà, le code prévoit que lorsque une clause pénale est trop élevée, le juge peut la réviser lorsque son montant est excessif. Donc, vous expliquez ça, vous expliquez que le juge a un pouvoir de révision, etc. Vous pouvez même vous attarder sur la jurisprudence sur qu'est-ce qu'un prix excessif et vous concluez en disant oui ou non, le juge pourra réviser ce prix. Sauf que si vous faites ça, vous perdez la moitié des points. Parce que d'abord, il faut qualifier. Et c'est toujours pour ça que je vous dis qu'il faut avoir un plan même qui n'est pas apparent. Une clause pénale, ça se qualifie de clause pénale avant de pouvoir appliquer son régime. Et donc là, vous avez plusieurs conditions. La clause doit être de réaliser une évaluation conventionnelle du dommage. Ensuite, ça doit être de sanctionner l'inexécution d'une obligation par le débiteur. Et ensuite, d'être attribuée à titre compensatoire. Donc, il va falloir évoquer chacune de ces conditions pour qualifier la clause de clause pénale. Voir ensuite dans la solution en l'espèce si ces conditions sont réunies. Et ensuite, vous passez à la deuxième partie qui est le régime de la clause pénale. Voilà ce que c'est que cette difficulté entre le décalage entre le cours et la confrontation au cas pratique. Et enfin, dernière étape, le problème du cas pratique, vous pourriez avoir un raisonnement juridique qui est juste, qui est bon, qui est même peut-être parfait et ne pas obtenir tous les points. Là, malheureusement, on n'y peut rien, c'est le droit qui est une science imparfaite. On n'est pas comme en mathématiques, vous n'avez pas une correction par sujet. La preuve, le meilleur exemple, c'est l'exercice qui a eu lieu l'année dernière en droit des obligations. Vous verrez en regardant les corrections des prépas, etc., qu'aucune prépa n'a la même correction. Les commentateurs se disputent entre ce qu'il fallait mettre, ce qu'il fallait pas mettre, etc. Bref, la solution en fait, c'est que le droit n'est pas une science exacte. Mais cette difficulté, elle est quand même à atténuer parce que si vous connaissez bien votre cours, même si en réalité votre copie aurait pu valoir 18, généralement vous aurez quand même une bonne note. Juste que si ça ne correspond pas à ce qui était attendu par le correcteur, vous pourrez perdre des points sur le barème qui était attendu. Donc là, c'est un peu une question de chance sur laquelle vous n'avez pas de prise. Mais pour tout le reste, vous pouvez véritablement progresser en cas pratique. Alors, 3 conseils rapides pour progresser en cas pratique. D'abord, entraînez-vous avec le code, repérez les articles et les jurisprudences dans le code. C'est chiant, on n'a pas envie de le faire, mais faites-le parce que si vous ne le faites pas, c'est sûr et certain que vous n'allez pas avoir une bonne note, vous allez perdre trop de temps le jour de l'examen, vous n'allez pas trouver l'article et vous n'allez pas finir le cas et donc vous allez obtenir une mauvaise note, c'est sûr et certain. Donc ça, premier truc à faire. Deuxième truc, il faut s'entraîner dans les mêmes conditions de l'examen, dans les conditions identiques, même temps, même support, même code, etc. pour pouvoir repérer vos difficultés, vos erreurs. Troisième conseil, faites attention à la forme de votre copie, c'est-à-dire sautez des lignes, écrivez avec un beau stylo, avec une belle encre noire. Si vous faites des ratures, utilisez un blanc qui est propre, avec un stylo pour écrire sur le blanc, pour que ça fasse beaucoup plus propre pour le correcteur. Et enfin, dernier conseil, apprenez par cœur les annales qui portent sur le même exercice que vous allez avoir pour deviner le barème attendu. Si vous respectez tous ces conseils, il n'y a pas de raison que vous ne progressez pas. Moi, quand j'ai commencé à les appliquer, mes notes ont véritablement décollé. Voilà, donc je vous souhaite bonne chance. Le cas pratique et la consultation, c'est un exercice simple, il suffit de s'entraîner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible sur le groupe Facebook ou avec mon adresse email. Je serai ravi de répondre à vos questions sur la méthodologie. Voilà, bon courage.